Je n'ai pas seulement été mise à la porte par mon père cette nuit-là. Il m'a expulsée de sa vie. Il m'a regardée avec un dégoût froid et tranchant que je ressens encore dans mes os, 24 ans plus tard. Il a fouillé dans son portefeuille en cuir, en a sorti un billet de $50 et l'a jeté dans la boue à mes pieds. Il m'a dit d'aller m'acheter un nouveau nom, car le nom sterling n'avait plus de place pour une fille comme moi. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste ramassé ce billet sale, essuyé la boue sur mon jean, et je lui ai dit qu'un jour, je lui rachèterais son nom. Maintenant, je me tiens dans mon bureau vitré à Seattle, observant la pluie. Quand la caméra de surveillance émet un signal, 2 personnes se tiennent à ma porte d'entrée. Elles semblent plus âgées, grises et désespérées. Mais je reconnaîtrais ces visages n'importe où. Mon père regarde la caméra et prononce 4 mots qui glacent mon sang. Laissez-nous voir l'enfant. Je me suis simplement penchée vers l'interphone, ma voix aussi calme qu'un lac gelé, et je leur ai demandé, « Quel enfant? De quoi parlez-vous donc? » Avant de vous raconter comment la couleur a déserté leur visage, je veux savoir que vous êtes là avec moi. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est pour vous en ce moment. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Columbus, Ohio. Il y a 24 ans. L'air de notre salle à manger avait le goût de rôti brûlé et de rage réprimée. L'horloge sur la cheminée sonna 7 heures. Chaque tic-tac résonnait comme un marteau frappant un clou. Je m'appelle Béatrice Sterling, et cette nuit-là, j'ai appris que les personnes qui vous ont donné la vie peuvent être les premières à vous la reprendre. J'avais 17 ans. J'avais peur et j'étais enceinte. J'avais passé tout l'après-midi à répéter comment leur annoncer la nouvelle, pensant que peut-être, juste peut-être, le lien du sang signifierait quelque chose. Mais lorsque les mots ont finalement quitté mes lèvres, le silence qui a suivi était plus lourd que la tempête dehors. Mon père, Grégoire, n'a pas bougé. Il m'a juste regardé comme si j'étais un fruit qui avait pourri sur sa coûteuse table en noyer. Ma mère, Suzanne, ne m'a pas regardé du tout. Elle n'a cessé de plier sa serviette encore et encore jusqu'à ce que ses jointures soient blanches. Grégoire a finalement parlé. Sa voix était un grondement bas et dangereux. Tu as ruiné ce nom, Béatrice. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à notre réputation dans cette ville? J'ai essayé d'expliquer qu'Ethan et moi assumerions nos responsabilités, que j'avais juste besoin d'aide pour finir mes études. J'ai tendu la main vers celle de ma mère, mais elle s'est retirée comme si mon contact était contagieux. 10 minutes, a dit Grégoire. Il n'a pas crié. Cela aurait été trop humain pour lui. Il a juste fouillé dans son portefeuille et en a sorti un billet de $50. Prends ça et pars. Si tu franchis cette porte, tu n'es plus une sterling. Tu n'es rien. J'ai regardé ma mère, la suppliant du regard de dire quelque chose. N'importe quoi. Mais elle s'est juste levée, a marché jusqu'à la cheminée et a retourné notre photo de famille face contre terre. Le doux déclic du cadre heurtant le bois a retenti comme la fermeture d'un cercueil. Je me souviens de la pluie. Ce n'était pas une bruine. C'était un déluge froid et punitif qui a trempé ma veste trop fine en quelques secondes. Je me tenais sur le porche, les mains tremblantes autour de la lanière d'un seul sac poubelle rempli de vêtements. J'ai entendu le verrou claquer derrière moi, un son net et final qui m'a dit que le monde que je connaissais avait disparu. Je suis restée là dans la boue, fixant ce billet de $50 dans ma main. C'était le prix qu'ils avaient mis sur ma vie. Mon père venait de me traiter comme une déduction fiscale, un mauvais investissement dont il se débarrassait. Je n'ai pas pleuré. La pluie faisait cela pour moi. Tout est resté silencieux pendant des jours après que j'ai trouvé une gare routière. Mais dans ma tête, les mots de Grégoire continuaient d'écho. J'ai fini dans un motel miteux à Seattle, grelottante et seule. C'est là que j'ai rencontré Evelyn. Elle était la propriétaire, une femme avec des yeux qui avaient vu 1000 tempêtes et un cœur fait de fer. Elle m'a trouvé effondrée dans le couloir de son hôtel, agrippée à mon ventre. Elle n'a pas demandé mes papiers d'identité. Elle n'a pas demandé mon histoire. Elle m'a juste enveloppée dans une couverture chaude et m'a fait asseoir avec une tasse de thé. Je lui ai tout raconté. Je lui ai dit que j'étais une erreur,
une disgrâce, une fille sans avenir. Evelyne m'a regardé, son regard ferme, et a prononcé des mots que j'allais finir par graver dans les fondations de mon entreprise. Elle s'est penchée et a murmuré, « Béatrice, écoute-moi. Ils n'ont pas voté pour ça. Ils ne t'ont pas jeté. Ils perdent juste le privilège de te regarder briller. À partir de ce moment, tu ne leur appartiens plus. Tu appartiens à la femme que tu es sur le point de devenir. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis Columbus, je ne me suis pas sentie comme une victime. Je me suis sentie comme une arme secrète. J'ai regardé ce billet de $50 boueux sur la table de nuit et j'ai fait un vœu silencieux. Je n'allais pas seulement survivre. J'allais bâtir quelque chose de si puissant qu'il devrait supplier pour avoir une place à ma table. Construire une vie à partir de rien n'est pas un montage cinématographique. C'est une guerre lente et incessante contre sa propre lassitude. Après qu'Evelyne m'a accueillie, j'ai travaillé 18 heures par jour dans son hôtel. J'ai récuré les toilettes jusqu'à ce que mes mains soient à vif. Et j'ai transporté du linge jusqu'à ce que mon dos semble sur le point de se briser. Mais chaque soir, quand les clients dormaient et que le hall était silencieux, je m'asseyais derrière la réception et ouvrais un ordinateur portable cabossé qu'Evelyne m'avait donné. Je n'étudiais pas l'art ou la littérature. J'étudiais les données. J'étudiais la façon dont les chiffres bougent, la façon dont ils se cachent et la façon dont ils disent la vérité quand les gens mentent. Je suis devenue obsédée par la logique de cela. Les gens sont désordonnés et émotifs. Mais une base de données est honnête. 1 an après ma nouvelle vie, le poids écrasant de la réalité m'a frappée. J'ai perdu le bébé. Le médecin a dit que c'était une combinaison de stress extrême et de malnutrition due aux premières semaines dans la rue. Je me souviens d'être assise dans cette froide salle de clinique, serrant un petit bracelet de cordon tressé qu'Evelyne avait fabriqué pour moi. Je n'ai pas pleuré. Mon cœur semblait s'être transformé en un bloc de granit. Je n'avais pas de place pour le deuil, car j'étais trop occupée à alimenter ma rage. Au fil des années, mon talent pour l'architecture de données s'est transformé en carrière, puis en empire. J'ai fondé Alysium Data System. Nous ne faisions pas que gérer l'information, nous la traquions. À 30 ans, j'étais millionnaire. À 35 ans, j'étais la personne que les géants de l'industrie appelaient quand ils avaient besoin de trouver une fuite. Mais il y avait un secret que je gardais même d'Evelyne. Pendant ces 10 premières années de succès, je ne faisais pas que thésauriser de la richesse. Je jouais à un jeu d'ombre avec mon père. Grégoire Sterling pensait être malin. Avant de me mettre dehors, il avait utilisé mon numéro de sécurité sociale pour se porter garant de plusieurs grosses dettes de jeux et de prêts à des entreprises en faillite. Il pensait m'avoir laissé un lest à mon cou qui me garderait sous l'eau pour toujours. Je ne l'ai pas poursuivi en justice. Pas à ce moment-là. Au lieu de cela, j'ai dépensé des millions de mon propre argent durement gagné pour racheter discrètement ses dettes. Chaque fois qu'une agence de recouvrement frappait à sa porte, elle ne réalisait pas qu'elle parlait à une société écran détenue par la fille qui l'avait rejetée. J'ai remboursé chaque centime, non par amour, mais pour une raison bien plus calculée. C'était ma dette invisible. Je voulais m'assurer que le jour de la reddition des comptes arriverait, il n'y aurait pas un seul fil, pas un dollar, pas un document légal, pas un souvenir me liant à lui. J'achetais ma liberté, un paiement d'intérêt à la fois. Je clarifiais le grand livre pour que, quand je frapperais enfin, ce soit clinique. Pendant que je vivais dans un monde de logique froide et de gratte-ciel en pleine ascension, les sterling pourrissaient de l'intérieur. Je gardais un œil sur eux comme un scientifique observant un virus dans une boîte de pétri. La société de Grégoire était une coquille vide bâtie sur la vanité et le mauvais crédit. Suzanne jouait toujours le rôle de la mondaine de Columbus, organisant des galas de charité avec l'argent qu'il n'avait pas réellement. Il vivait sur du temps emprunté et j'étais celle qui possédait l'horloge. Je pensais avoir atteint la fin de mon voyage lorsque j'ai finalement remboursé la dernière des dettes secrètes de Grégoire. Je pensais en avoir fini avec eux. Mais ensuite, la nouvelle est tombée sur la fondation Evelyne et l'énorme fiducie qu'elle m'avait laissée pour la jeunesse déplacée. Les sterling ont vu les dollars et, comme des vautours sentant un animal mourant, ils ont commencé à tournoyer. Ils ne voulaient pas seulement une partie de mon succès.
Ils voulaient me récupérer comme un actif perdu. Et ils étaient prêts à utiliser le mensonge le plus dégoûtant imaginable pour y parvenir. 24 ans de silence se sont terminés par un coup frappé qui ressemblait à une exigence. J'ai regardé le moniteur de sécurité dans mon penthouse de Seattle alors que Grégoire et Suzanne Sterling se tenaient là, vêtus de couches de laine coûteuses qui ne pouvaient cacher la décomposition de leurs esprits. Ils ressemblaient à des excuses, mais je savais mieux. Ils étaient un argumentaire de vente. Quand j'ai ouvert la porte, l'air entre nous est devenu cassant. Grégoire n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas mentionné les 2 décennies de pluie dans lesquelles il m'avait laissé me noyer. Il a juste regardé au-delà de moi, dans ma maison. Ses yeux avides d'un héritage qu'il n'avait pas gagné. « Laissez-nous voir l'enfant », a-t-il dit, sa voix épaisse d'une fausse chaleur pratiquée. Ma mère, Suzanne, a tendu la main comme pour toucher mon bras, son visage se tordant en un masque de préoccupation maternelle. « Nous avons pardonné tant de choses, Béatrice », a-t-elle murmuré. Le gaslighting était si facile que c'était presque impressionnant. Il est temps de redevenir une famille. Une histoire comme celle-ci, une réunion, ce serait si puissant. Pensez à votre fils. Pensez au nom Sterling. J'ai senti une froide indifférence clinique m'envahir. J'ai reculé, les invitant dans le hall d'entrée, non par gentillesse, mais pour laisser le piège finir de se tendre. J'ai versé 2 tasses de café que je n'avais aucune intention de boire et me suis assise en face d'eux. L'enfant est en sécurité, ai-je dit en me renversant en arrière. J'ai regardé les yeux de Suzanne s'illuminer. Elle a commencé à parler d'une campagne de rédemption qu'ils avaient déjà discutée avec une société de relations publiques appelée Silverline Media. Elle a même sorti un dossier glacé de son sac, un véritable scénario pour une réunion miraculeuse. Nous pouvons partager l'avenir, Béatrice. Le monde adore les histoires de retour. Nous devons juste présenter le garçon au public. C'était un cours de maître en manipulation toxique. Ils n'étaient pas là pour moi. Ils étaient là parce que leur empire était un cimetière et ils pensaient que j'étais la résurrection. Ils avaient besoin de mon succès, de mon héritier, et des millions qu'Evelyne avait laissés en fiducie pour laver l'odeur de leur faillite. Grégoire s'est penché en avant, sa montre en acier la même qui avait brillé dans le couloir quand j'avais 17 ans attrapant la lumière. Vous nous devez cela, Béatrice. Nous vous avons donné les bases. Nous vous avons donné le sang. Vous ne pouvez pas priver un petit-fils de sa famille légitime. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'ils deviennent inconfortables, jusqu'à ce qu'ils commencent à se dandiner sur leur siège. J'ai regardé Grégoire droit dans les yeux, l'homme qui m'avait remis $50 en guise de sentence de mort, et j'ai souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un auditeur qui vient de trouver le 0 manquant. Vous avez raison, Grégoire, ai-je dit, ma voix baissant d'une octave. Les familles ne devraient pas avoir de secrets. Mais il y a un petit problème avec votre plan. Voyez-vous, j'ai passé 10 ans à rembourser les dettes de jeu que vous avez contractées en mon nom avant de me mettre à la porte. J'ai racheté votre fierté dollar par dollar jusqu'à ce que je possède chaque erreur que vous avez commise. Suzanne a commencé à protester, sa voix tremblante de cette indignation fragile familière. Béatrice, comment pouvez-vous être si transactionnelle? Nous parlons de votre chair et de votre sang. Vraiment, ai-je demandé. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant la ville que j'avais conquise pendant qu'ils perdaient la leur. Vous voulez voir l'enfant? Vous voulez utiliser un petit-fils pour sauver votre réputation? Je me suis retournée vers eux, mon visage un masque de clarté absolue. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y en a jamais eu. Le bébé que je portais est mort il y a 24 ans dans une clinique caritative parce que j'avais 17 ans, mourant de faim et brisé par les personnes qui étaient censées me protéger. La pièce est devenue si silencieuse que j'entendais le ronronnement du réfrigérateur. La bouche de Grégoire s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. La main de Suzanne s'est portée à sa gorge. Je ne vous ai pas fait venir ici pour négocier, ai-je continué, ma voix létale et calme. Je vous ai fait venir ici pour que vous entendiez la vérité avant le reste du monde. Vous n'êtes pas venu pour un petit-fils. Vous êtes venu pour un chèque de paie. Et malheureusement pour vous, le compte Sterling est officiellement clôturé.
Je ne leur ai pas laissé le temps de se remettre. Dans mon monde, une fois que la faille est détectée, on n'attend pas d'explication. J'ai regardé le visage de Grégoire passer par une douzaine de nuances de gris tandis que les yeux de Suzanne parcouraient la pièce à la recherche d'un scénario qui n'existait pas. Ils n'étaient pas choqués par ce qu'ils avaient fait il y a 24 ans. Ils étaient choqués que j'ai cessé de jouer le jeu. Je ne suis plus la jeune fille effrayée de 17 ans sous la pluie, Grégoire, ai-je dit, ma voix clinique. Je suis la femme qui possède les serveurs qui contiennent votre historique de crédit, et en ce moment, votre historique crie. Ils ont quitté mon pantouse sans un autre mot. Mais le silence n'a pas duré. Dès le lendemain matin, les dynamiques familiales toxiques que je connaissais si bien sont passées à la vitesse supérieure. Suzanne a commencé une campagne de rumeurs, appelant mes anciens contacts à Columbus, me dépeignant comme une magnate au cœur froid qui avait volé l'héritage de son propre enfant. Grégoire est allé plus loin. Il a fait fuiter une photo fortement éditée sur un tabloïd de moi debout sur mon balcon avec un titre qui disait « La reine de glace de Seattle cache un héritier secret ». Je n'ai répondu à aucun appel. Je n'ai pas publié de réfutation. Je suis retournée à mon bureau chez Alysium et je me suis assise à mon terminal. Pour moi, l'émotion n'est qu'une mauvaise donnée. Dans un audit, je l'ai supprimée et remplacée par une requête de recherche. J'ai appelé Marcus, mon enquêteur principal. J'ai besoin de chaque donnée sur Silverline Media et les transactions récentes de Grégoire Sterling, lui ai-je dit. Et trouvé Ethan. Je veux savoir exactement combien mon père lui a payé pour disparaître en 2003. En 48 heures, Marcus a livré. Il s'avère que Grégoire n'avait pas seulement été avide. Il avait été criminel. Mon père avait utilisé la fiducie familiale Sterling de 1989, un fonds qu'Evelyn l'avait en fait aidé à construire des décennies plus tôt avant qu'il ne la trahisse, pour transférer 1 200 000 $ dans une série de sociétés écrans. Le but, soudoyer Ethan pour qu'il quitte l'État et payer Silverline Media pour une campagne de relations publiques visant à me forcer à une réconciliation publique. Si je refusais, ils allaient utiliser de faux documents pour prétendre que j'étais une mère inapte pour un enfant qu'ils comptaient trouver par le biais d'une agence d'adoption privée. Ils allaient acheter un bébé pour remplacer celui que j'avais perdu juste pour mettre la main sur mon entreprise. Mais la plus grosse erreur que Grégoire ait commise était la signature. Pour débloquer ces fonds, il avait besoin de mon autorisation en tant que bénéficiaire secondaire. Comme je ne lui avais pas parlé depuis 2 décennies, il a fait la seule chose qu'un architecte de données ne pardonne jamais. Il avait falsifié mon empreinte numérique. Je me suis renversée sur ma chaise, la lumière bleue du moniteur se reflétant dans mes yeux. Ce n'était plus une querelle de famille. C'était un audit médico-légal. Grégoire pensait jouer à un jeu d'émotion, mais moi, je jouais aux échecs contre un moteur de grand maître. J'ai passé le reste de la semaine dans un arc d'autonomisation féministe que ma jeune moi n'aurait pas reconnu. J'ai coordonné avec mon équipe juridique, non pas en tant que victime, mais en tant que commandant. Nous n'avons pas seulement déposé une plainte. Nous avons construit une cage. Le vendredi après-midi, j'ai reçu une alerte. Silverline Media organisait un point de presse privé dans un hôtel du centre-ville, se préparant à révéler la vérité sur l'héritier Sterling. Grégoire et Suzanne étaient là, vêtus de leurs plus beaux habits de matin, prêts à pleurer pour les caméras. Je me tenais dans mon bureau vitré, regardant le flux en direct d'une caméra cachée que Sarah avait placée dans la pièce. J'ai ajusté mon blazer, vérifié l'heure sur ma propre montre, une pièce simple et élégante qui ne clignotait pas, et j'ai ressenti une vague de contrôle absolu. Tout est prêt, Béatrice, a crépité la voix de Sarah dans mon oreillette. Le script de remplacement est chargé. Nous avons les journaux de notaire du comté de Lannes. Nous avons la déposition enregistrée d'Ethan. Et nous avons le virement falsifié. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre. La fille qui n'avait pas su se défendre aurait été terrifiée, mais la femme que je suis maintenant attendait juste que l'horloge sonne 12 heures. La salle de bal de l'hôtel était une mer de faux sourires et de parfums chers. Grégoire et Suzanne se tenaient au centre, flanqués de 2 cadres de Silverline Media. Sur le grand écran derrière eux, une vidéo floue jouait un montage de vieilles photos de famille de Columbus, éditées pour ressembler à un rêve nostalgique.
Grégoire tenait un microphone, sa voix se brisant d'un chagrin théâtral qui aurait trompé quiconque ne sachant pas qu'il était un prédateur. Nous avons passé chaque jour des 24 dernières années à chercher notre fille, a dit Grégoire à la salle, ses yeux débordant de larmes répétées. Et aujourd'hui, nous ne la retrouvons pas seulement. Nous trouvons l'avenir de l'héritage Sterling. Nous sommes ici pour annoncer le retour de notre petit-fils. J'étais assise au fond de la salle, cachée par les ombres et une paire de lunettes noires. J'ai regardé Sarah et lui ai donné un signe de tête unique. La musique douce s'est soudainement arrêtée. L'écran derrière mon père a vacillé, puis est devenu noir. Un murmure sourd a parcouru le public. Grégoire s'est retourné, faisant un geste vers la cabine technique d'un revers de poignet agacé, mais l'écran n'est pas revenu aux photos de famille. Au lieu de cela, une vidéo de sécurité granuleuse en noir et blanc de 2003 est apparue. C'était un enregistrement d'un bureau de notaire à Eugène. La salle a regardé dans un silence absolu tandis qu'un Grégoire et une Suzanne plus jeunes étaient assis en face d'un avocat. Ils ne pleuraient pas. Ils riaient. Grégoire a tendu la main et a signé un document intitulé « Renonciation aux droits et à la responsabilité parentale ». Puis la caméra a capté le flash de sa montre en acier alors qu'il serrait la main de l'avocat. Le murmure dans la salle de bal s'est transformé en un rugissement de confusion. Le visage de Grégoire est devenu de la couleur de la cendre. « C'est une erreur », a-t-il crié, sa voix résonnant à travers les haut-parleurs. « C'est un bug technique. » Mais le bug ne s'est pas arrêté. L'écran s'est divisé en 3 sections. À gauche, le journal du notaire est apparu, soulignant la date et les signatures. Au centre, un témoignage enregistré d'Ethan a été diffusé. Ils m'ont payé $20 000 pour partir, la voix d'Ethan a retenti dans le hall. Grégoire m'a dit que s'il restait, il utiliserait son influence pour m'envoyer en prison. Il a dit que Béatrice était un mauvais investissement dont il devait se débarrasser. Et à droite, le coup de grâce, une piste d'audit numérique du trust de la famille Sterling. Elle montrait un transfert de $1 200 000 autorisé par une fausse signature numérique de mon nom envoyé directement au compte offshore de Silverline Media. Je me suis levée et j'ai enlevé mes lunettes. J'ai marché dans l'allée centrale, la foule s'écartant comme la mer Rouge. Je ne me suis pas précipitée. Je voulais qu'il voie chaque seconde de mon approche. J'ai atteint la scène et j'ai pris le microphone de la main tremblante de mon père. Il m'a regardé avec un mélange de terreur et d'une haine si pure qu'elle était presque belle. « Vous avez voulu voir l'enfant, Grégoire » ai-je dit. Ma voix résonnait dans toute la salle de bal, calme et létale. Mais vous avez oublié une chose. Les données ne mentent pas. Les gens, oui. Je me suis tournée vers la presse qui se précipitait maintenant pour capturer chaque seconde de l'effondrement. Le nom Sterling n'est pas un héritage, leur ai-je dit. C'est un bilan de 24 ans de fraude, de falsification et d'abandon. Il n'y a pas de petit-fils. Il n'y a qu'une fille que vous avez essayé d'effacer, qui a passé 10 ans à payer secrètement vos dettes juste pour ne pas avoir à respirer le même air que vous. Suzanne a essayé de s'avancer, son visage un masque de désespoir. Béatrice, pensez au scandale. Nous pouvons arranger ça. Je l'ai regardé et pour la première fois en 24 ans, je n'ai absolument rien ressenti. Pas de colère, pas de douleur, juste la satisfaction tranquille d'un audit terminé. J'ai déjà réglé ça, Suzanne, ai-je dit. J'ai fait signe vers l'arrière de la salle alors que 4 agents fédéraux en costume passaient les portes. J'ai déposé une plainte pénale pour falsification, fraude électronique et vol qualifié. Les serveurs d'Alysium ont déjà envoyé le dossier complet des preuves au procureur de district. Alors que les agents atteignaient la scène et commençaient à lire ses droits à Grégoire, il s'est élancé vers moi, son visage tordu en un grognement. « Je t'ai donné la vie. Tu me dois tout. » Je n'ai pas bronché. J'ai juste regardé la montre en acier à son poignet, celle qu'il avait utilisée pour sceller mon départ sous la pluie. En fait, ai-je dit, ma voix un murmure froid que seul lui pouvait entendre. Selon les $50 que vous m'avez donnés à Columbus, je vous ai déjà remboursé avec intérêt. Vous êtes à découvert, Grégoire, et je ferme le compte.
Le flash des appareils photo ressemblait à une série de petites explosions, mais je n'ai pas cligné des yeux. J'ai regardé les agents fédéraux emmener Grégoire et Suzanne hors de la salle de bal. Le manteau en laine coûteux de mon père était froissé sur ses épaules, le faisant paraître plus petit, comme un homme qui se noie dans sa propre peau. Suzanne était silencieuse maintenant, son visage un flou pâle derrière ses mains. Le silence qui a suivi leur départ était épais, lourd, avec le poids de 3000 personnes réalisant qu'elles venaient d'assister à une exécution d'entreprise. Je ne suis pas restée pour les questions. Je ne suis pas restée pour les applaudissements. J'ai quitté la salle par le couloir de service. Les murs de béton frais étaient un soulagement bienvenu par rapport à la chaleur suffocante de la salle de bal. Quelques jours plus tard, le cycle des nouvelles était passé à la prochaine controverse, mais les dégâts étaient permanents. La société immobilière de Grégoire a déclaré faillite en une semaine. Chaque partenaire qui l'avait jamais trompé s'est manifesté avec ses propres histoires de fraude. Il a été condamné à 12 ans pour fraude électronique et falsification. Suzanne a déménagé dans un petit appartement subventionné par l'État en Arizona, loin des galas et du nom sterling qu'elle vénérait plus que sa propre fille. J'ai conduit jusqu'à la côte, jusqu'à une étendue isolée du Pacifique où les vagues s'écrasaient sur les rochers déchiquetés avec une violence rythmique et purificatrice. L'air sentait le sel et le cèdre ancien. Je me suis tenue au bord de l'eau et j'ai fouillé dans ma poche, en sortant ce vieux billet de $50 boueux. Il était effiloché sur les bords. L'encre était délavée, une relique d'une vie qui ne m'appartenait plus. Je n'ai ressenti aucune vague de triomphe. Je n'ai pas senti la brûlure de la vengeance. Au lieu de cela, j'ai ressenti un profond sentiment de clôture. Ma vie avait été une réfutation pendant 24 ans. Une longue et compliquée phrase écrite en réponse au rejet de mon père. Mais alors que je regardais la marée monter, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de discuter. L'audit était terminé. Les comptes étaient équilibrés. J'ai laissé tomber le billet. Il a attrapé une bourrasque de vent, flottant une seconde comme un oiseau mourant avant que l'eau grise ne l'engloutisse et ne l'entraîne dans les profondeurs. Cette nuit-là, je suis retournée à l'hôtel qu'Evelyne m'avait laissé. J'ai marché dans le hall, l'odeur de linge propre et de lavande m'accueillant comme une vieille amie. Je me suis assise derrière la réception, la même où j'avais passé des années à apprendre le langage des données. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé le site web de la Fondation. Nous venions de recevoir 300 nouvelles candidatures de jeunes gens qui avaient été traités d'erreurs. J'ai passé les 4 heures suivantes à lire leurs histoires. Je ne voyais pas de chiffres ou de points de données. Je voyais des survivants. La famille n'est pas la maison qui vous met dehors sous la pluie. Ce n'est pas le sang qui vous trahit ou le nom qui essaie de vous posséder. La famille, c'est la personne qui vous tend une tasse de thé chaude quand il ne vous reste plus rien. C'est la femme qui vous dit que votre éclat est un privilège que le monde n'a pas encore mérité. J'ai regardé le petit bracelet de cordon tressé toujours attaché à mon poignet. Il était un peu effiloché, tout comme moi, mais il était solide. J'ai réalisé que mon père n'avait pas volé mon avenir cette nuit-là à Columbus. Il m'avait juste forcé à en construire un qu'il ne pouvait pas toucher. Si cette histoire vous a ému, si vous avez déjà été celui ou celle qui se tenait sous la pluie pendant que la porte claquait, sachez que vous n'êtes pas défini par qui vous a laissé. Vous êtes défini par ce que vous êtes devenu lorsque vous avez décidé de continuer à marcher. S'il vous plaît, abonnez-vous et partagez cette histoire. Vous ne la racontez pas seul. J'ai fermé mon ordinateur portable, écouté le calme bourdonnement du bâtiment, et pour la première fois en 24 ans, j'ai dormi jusqu'à ce que le soleil se lève. Aucun bruit, aucun fantôme, juste la paix.